Vous avez sûrement déjà vécu cette sensation après avoir travaillé des heures et des heures sur votre projet de machine learning. Vous avez enfin un modèle qui fonctionne. Il n'y a plus aucun bug dans votre code. Votre modèle nous sort des prédictions. Il obtient une performance que vous jugez plutôt bonne et vous vous dites ça y est, mon projet est enfin terminé. Le truc, c'est que vous avez peut-être oublié de vous poser des questions primordiales. Comment savoir si la performance de votre modèle est optimale? Qu'est-ce qui vous fait dire que votre modèle n'a pas une performance tout simplement normale et qu'elle n'est pas excellente? Pouvez-vous vraiment vous satisfaire du modèle que vous avez? Eh bien, tout ceci, ce sont des questions qu'un bon data scientist devrait se poser pour correctement évaluer la performance de ses modèles et tout simplement pour savoir s'il a fait du bon travail. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, on va parler de finalement qu'est-ce que la performance d'un modèle, comment l'évaluer et surtout comment savoir si la performance qu'on a est optimale ou au contraire elle n'est pas forcément satisfaisante. Alors tout d'abord, quand on parle de performance en machine learning, de quoi on parle? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les données à chaque fois pour chaque projet sont séparées en deux. On va avoir d'un côté les données dites d'entraînement sur lesquelles on va entraîner le modèle et c'est là où le modèle va pouvoir apprendre des tendances dans les données et de l'autre on va avoir les données test et ce sont sur ces données-là qu'on va évaluer la performance de notre modèle. Donc finalement une fois que notre modèle est entraîné, on va pouvoir faire des prédictions sur chacune des données test et on va voir si la prédiction elle est loin ou non de la vraie valeur de ces données test. Alors on peut se poser la question, tiens, pourquoi séparer les données en deux? Pourquoi tout simplement pas entraîner le modèle sur toutes les données et ensuite le retester sur les mêmes données? Et bien ça en fait c'est pour contrer le problème de l'overfitting. Alors l'overfitting, qu'est-ce que c'est? C'est un problème qui est très courant en machine learning et en fait c'est quand le modèle va trop apprendre des données d'entraînement. C'est-à-dire que le modèle il va détecter toutes les tendances qu'il y a dans les données d'entraînement, il va vraiment se coller à ces données d'entraînement pour avoir un score optimal, un score excellent. Sauf qu'en fait, quand il va être confronté à des données qu'il n'a jamais vues, et donc des données qui ont des tendances légèrement différentes, alors la performance de notre modèle va être beaucoup plus faible. Et le truc, c'est qu'on veut avoir un modèle qui soit tout le temps fiable, qui soit bon et sur les données d'entraînement, et sur les données test, les données qu'il n'a jamais vues, les données finalement de la vie réelle, qui est des données qu'on ne peut pas prédire puisqu'on ne les a pas encore obtenues. Donc en séparant les données en deux groupes, les données d'entraînement et les données test, on va pouvoir avoir une estimation de la performance de notre modèle sur des données qu'il n'a jamais vues. En fait, ça va être une estimation de sa performance dans la vie réelle une fois que le modèle est en production. Alors le truc, c'est qu'on n'a pas une mesure de performance à favoriser, à préférer. En fait, on en a des dizaines et pour sélectionner celle qui nous convient, on va devoir en prendre en compte plusieurs choses. Tout d'abord, on ne va pas sélectionner les mêmes mesures de performance si on est sur de la régression ou sur de la classification. En plus, on ne va pas prendre les mêmes mesures de performance si jamais les erreurs de notre modèle sont toutes à peu près dans le même intervalle, au contraire si elles sont très différentes. Pour choisir la bonne mesure de performance qu'on va vouloir utiliser, il faut bien se renseigner sur cette mesure de performance, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses et quand est-ce qu'il faut la préférer ou non. Alors par exemple, dans la régression, on a trois grandes mesures de performance qui sont couramment utilisées. Tout d'abord, on a le MSE, donc la moyenne des erreurs au carré. Pourquoi au carré? En fait, ça permet de supprimer le problème du signe négatif et donc d'avoir une représentation qui n'a pas le signe finalement de cette erreur. Une mesure de performance très similaire, c'est le RMSE. Alors, elle part au problème finalement du MSE. Le MSE, le truc, c'est que toutes les erreurs sont au carré et du coup, la moyenne qu'on obtient finalement, c'est une erreur au carré. Donc le RMSE, ça va être la racine carrée de cette moyenne des erreurs au carré. Et donc ça nous permet de mieux comprendre finalement ce score de performance qu'on obtient. Une troisième mesure de performance pour la régression, c'est la moyenne des erreurs absolues. Donc tout comme le carré, ça permet d'éviter ce problème du signe négatif qu'on a. Ça permet en fait finalement d'être une alternative au carré qui peut parfois prendre des valeurs énormes si les valeurs qu'on a pour les erreurs sont elles aussi énormes.
Alors pour la classification, on a là également plusieurs mesures différentes pour mesurer cette performance. On a tout simplement la plus connue qui est la précision. Quel est le pourcentage de bonnes réponses de notre modèle? On a également la mesure de performance qui est le rappel. Alors, quel est le pourcentage d'observation d'une classe en particulier qu'on a pu détecter? Est-ce qu'on les a toutes loupées? Est-ce qu'on a loupé beaucoup ou pas assez? Mais du coup, le truc, c'est qu'on voit que si des fois on n'en loupe pas beaucoup, donc c'est-à-dire qu'on les a peut-être toutes détectées, peut-être qu'on a fait aussi beaucoup d'erreurs. Donc ça va être un équilibre entre d'un côté la précision et le rappel. Dans la classification, on a aussi la mesure de performance de la cross-entropie ou l'entropie croisée, qui va pouvoir estimer finalement la confiance de notre modèle pour la prédiction de chacune des classes. Le problème avec ces mesures de performance, c'est qu'on ne sait pas forcément si elles sont bien ou non. C'est-à-dire que si je vous dis que mon modèle a eu un RMSE de 10 000, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Si mon modèle a une précision de 99%, est-ce que je devrais être content ou non? Et bien tout ceci, ce sont des problèmes qu'un data scientist doit faire face. Dans la suite de la vidéo, je vais vous donner finalement des méthodes pour savoir comment savoir avec précision, est-ce que le score de performance est satisfaisant ou non. Mais avant, je vous invite à liker la vidéo si ça n'a pas été encore fait et également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres contenus comme celui-ci. Alors justement, comment évaluer la performance de notre modèle de manière vraiment objective et pas simplement subjective en disant mon score il est plus petit que 10 000, alors du coup c'est bon, j'ai un bon modèle. Et bien là aussi, ça va dépendre de la tâche sur laquelle vous travaillez. On commence tout de suite avec la régression. Alors en régression, c'est assez simple finalement pour savoir si on obtient une bonne performance ou non. Ça va être de faire un rapport, donc une division entre en haut, on va avoir la performance de notre modèle, par exemple RMSE, et en dessous de la fraction, on va avoir la moyenne des valeurs des données test. Attention, pour la variable qu'on souhaite prédire. Si par exemple notre modèle c'est de prédire le prix des billets d'avion et qu'on obtient un RMSE de 500 et que la moyenne des prix des billets d'avion dans nos données test c'est 1000, et bien du coup le rapport ça va être 500 sur 1000. Et du coup le truc avec ce rapport c'est qu'il faut qu'il soit le plus proche de 0. C'est-à-dire que plus le RMSE va être faible par rapport à la moyenne de ce que vous observez, plus la fraction va être proche de 0 et du coup plus c'est bon signe en fait. Si la fraction est proche de 1 et même dépasse 1, alors la performance de votre modèle est vraiment pas top. Alors il n'y a pas vraiment de limite sur cette fraction pour savoir est-ce que mon modèle est bien ou non, mais ce que je vous conseille c'est d'avoir un rapport qui est plus petit que 0,4. 0,5 c'est encore un peu trop haut, 0,4 c'est un bon score. Bien sûr si vous êtes en dessous de 0,2 c'est encore mieux. Si vous utilisez cette méthode, faites attention aux unités, c'est-à-dire que si le score que vous utilisez en haut de la fraction ça va être le MSE, donc du coup les erreurs au carré, il faut qu'en dessous de la fraction, ça soit la moyenne des valeurs au carré, pour justement rester dans les mêmes unités. Pour la classification, je vous invite à utiliser ce qu'on appelle des modèles naïfs en machine learning. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait un modèle qui n'a jamais été entraîné. Alors ce modèle naïf, il peut avoir deux comportements. Soit il va prédire toujours la même classe, donc admettons que vous ayez comme catégorie oui et non, imaginons qu'il prédise tout le temps oui, oui, oui. Et l'autre comportement, ça va être qu'il prédit en fait en faisant tout simplement du pile ou face. 50-50 si vous avez deux classes, un tiers, un tiers, un tiers si vous avez trois classes, etc., etc. Et du coup, vous allez avoir finalement un modèle naïf qui n'a jamais été entraîné et le but c'est que votre modèle, votre algorithme qui est entraîné, lui du coup, le but c'est qu'il ait une bien meilleure performance que ce modèle naïf parce que s'il a une performance très proche, le truc, c'est que du coup, vous avez fait tout ça pour rien en fait, puisqu'un modèle qui n'a pas été entraîné obtient le même score. Mais du coup, lequel utiliser comme modèle naïf? Celui qui prédit toujours la même classe ou celui qui fait du 50-50? Et bien en fait, ça va dépendre du problème, mais ce que je vous conseille, ça va être d'utiliser finalement les deux comportements du modèle naïf. Parce qu'admettons que vous ayez un dataset qui contient des numéros de commande et pour chaque numéro de commande, vous avez
si c'est une fraude ou non. Le truc, c'est qu'en général, les fraudes, ça arrive dans à peu près 1% des cas. Donc un modèle qui fait du 50-50, par définition, s'il prédit fraude oui ou fraude non, il va prédire 50% de fraude oui et 50% de fraude non. Donc votre modèle, lui, qui prédit un peu mieux si ce sont des fraudes ou non, forcément, il obtiendra un meilleur score que 50% du coup, pour la précision. Par contre, si vous faites face à un modèle naïf qui prédit tout le temps pas fraude, pas fraude, pas fraude, ce modèle-là, il va avoir lui une performance par définition de 99% puisque on n'a que 1% de fraude, donc 99% qui ne sont pas des fraudes. Donc le truc, c'est que si votre modèle qui est entraîné, lui obtient une performance par exemple de 85%, il va être bien moins performant. En comparant du coup la performance de votre modèle avec les comportements des deux modèles naïfs, du coup vous saurez vraiment si votre modèle est satisfaisant, si du coup il est utile, ou c'est tout simplement vous n'avez pas travaillé pour rien, ou en fait vous n'avez pas travaillé peut-être pas assez. Donc dans cette vidéo, on a vu comment mesurer la performance d'un modèle. Donc après avoir entraîné notre modèle, on le teste sur des données qu'il n'a jamais vues et on mesure ce score de performance avec différentes mesures, par exemple RMSE pour la régression et la précision pour la classification. Mais une fois qu'on a cette performance, on a vu que c'est pas aussi simple de se dire ah bah tiens j'ai 99% de précision, mon modèle est super. Non, il faut le comparer. Dans le cas de la classification, il faut le comparer à des modèles naïfs justement, soit qui font du pile ou face, soit qui prédisent tout le temps la même chose. Et en régression, il faut faire le fameux rapport score de performance sur moyenne de la variable qui nous intéresse. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez la possibilité de recevoir dans votre boîte mail 2 fois par semaine des conseils et des astuces en machine learning et en data science. Pour vous inscrire, c'est le premier lien dans la description. Moi je vous dis à tout de suite dans le prochain email ou dans la prochaine vidéo.